McCarty draws. McCarty in. McCarty scores! A magnificent goal! Darren McCarty! The boys are back. The boys are back. The boys are back. Keepers looking for trouble. Tavares backhand towards the goal. Loose puck. Everybody scores! Tie game! Can you believe it? It up the wall. Tullamore went down. Taylor the shot. Redirected. Score! Game 7! Martin St. Louis! We are going back to Tampa Bay! And Foley trying to clear it. Ball shoots! Scores! Speeding down the highway on 983. Niedermeyer hold. Shoots one! And it's knocked down. Scramble! Score! Marshall! And overtime! The Devils win it! Wiseman moving. Blue line chance. Zone, Sikora kicked it out, got it back, near side Correa. Correa, the fans want one. Score! Off the floor! On the board! Paul Correa! The boys are back! The boys are back! The boys... Salut à tous, l'épisode numéro 5 du podcast est enfin là. Le podcast que vous adorez est de retour sur les réseaux de Zone NHL. Fabrice Blanchard, très heureux de vous retrouver donc pour cet épisode numéro 5. Épisode dans lequel on aura bien entendu beaucoup de choses à vous raconter, étant donné que ça fait un petit moment que le podcast ne vous a pas été délivré. Ce soir, mes compères Julien et Erwan sont bien entendu de retour fidèles au poste. On commence tout de suite avec Julien. Salut Julien, comment tu vas ce soir ? Salut Fabrice, salut Erwan, ça va très bien, content de vous retrouver pour une nouvelle émission. Nickel, et on retrouve également Erwan, mon compère qui est là aussi. Salut Erwan, comment tu vas ce soir ? Salut Fabrice, c'est Julien, écoute ça va très bien, content de nous retrouver aussi pour notre petit trio, pour notre petit podcast habituel. Alors c'est le podcast numéro 5 et maintenant vous commencez à connaître un petit peu la formule de notre émission. Première partie consacrée aux news NHL qui bien entendu seront assez importantes étant donné que ça fait un petit moment donc on ne s'est pas eu sur les ondes. On suivra ensuite avec un sujet débat et ce soir on s'intéressera à une franchise qui est tout en haut du classement de sa division. Ce sont les Rangers de New York qui vont nous intéresser. Et on terminera avec quelques questions auditeurs que nous avez envoyées, notamment des questions qui vont être assez pointues ce soir. Bref, voici le programme du podcast numéro 5. On part tout de suite avec le premier sujet de la soirée, c'est le sujet news et ça commence tout de suite, podcast numéro 5. Allez, on attaque de suite dans le vif du sujet pour ce 5e numéro déjà du podcast. Et maintenant, vous en avez l'habitude depuis le dernier numéro. On commence avec les dernières news de la NHL. Alors, ça fait un petit moment qu'on s'était pas vu pour un podcast. Donc, bien entendu, l'actualité NHL s'est empilée depuis maintenant quelques semaines. Et donc, on va avoir certains sujets à vous développer. Alors, chacun, maintenant, vous en avez l'habitude, on vous présente un sujet les uns après les autres. On va commencer ce soir par Julien. Et Julien, il me semble que tu as voulu t'intéresser ce soir à la nouvelle équipe qui va rejoindre la NHL la saison prochaine. Ce sont les Vegas Golden Knights, puisque oui, enfin, on connaît le nom de cette nouvelle équipe NHL. Oui, exact. On s'était quitté la dernière fois avec un podcast où justement on parlait de cette extension de Vegas. On ne connaissait pas le nom et quel emblème, quel logo allait avoir cette équipe. Donc, comme tu l'as dit, c'est les Golden Knights. On savait que depuis quelque temps que le Knights allait transfigurer dans ce nom. On savait pas comment ils allaient l'appeler, donc Golden, ok. Le logo, un casque, on pourrait appeler ça même un casque de Spartiate. Pour les fans de 300, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se mettre à aimer cette équipe, rien que pour le logo. Donc voilà, on a pu apercevoir donc Bill Foley, le propriétaire qui a quand même fait une petite annonce au moment de l'annonce justement du logo et du nom. Il a pour objectif, alors il voit peut-être un peu grand le bonhomme, il veut gagner la Stanley Cup dans les 6-7 années à venir, une fois que l'équipe sera en place. On en avait déjà parlé, on sait que c'est très long pour une équipe qui arrive en tant qu'expansion, d'arriver à avoir un roster solide et puis surtout qui puisse arriver à gagner quelque chose. Comme Erwan l'avait dit, le dernier, ça devait être justement Tampa,
Et il s'était passé quelques années avant leur première Cup. Donc voilà, Bill Foley se sent pousser des ailes. On verra bien. Maintenant, j'ai aussi lu que justement la NHL fait des émules. La NFL pourrait s'amener aussi dans la ville de Vegas. Le propriétaire des Riders, justement, pour ceux qui suivent, serait intéressé par un déménagement dans cette ville. Donc la NHL serait précurseur pour d'autres sports majeurs américains. Ouais, la NHL est en train de créer le buzz avec l'arrivée de sa nouvelle franchise, tu l'as dit. Voilà, enfin, on connaît le nom. On va voir ce que ça va donner, surtout après en ce qui concerne la draft d'expansion qui se passera, donc je le rappelle, d'ici la fin juin de 2017. On est déjà en train, tranquillement mais sûrement du côté de Vegas, de cocher certains noms, de contacter certains GM aussi, pour voir à peu près ce qui pourrait être possible. On parle également, alors sous certaines conditions, de potentiel échange de sous la table entre les différents GM concernant les joueurs qui seront protégés ou qui ne sont pas protégés. Mais en effet, ce sujet de Vegas qui continue, fur et à mesure de s'agrémenter, va continuer à alimenter les actualités du côté de la Ligue nationale de hockey. Erwan, tu voulais peut-être venir, toi, sur cette news que Julien a souhaité développer ce soir? Oui, bah, effectivement, on connaît enfin le nom et le logo de l'équipe. Alors, je vais dire, ouais, je reste un peu sur ma première impression que ça reste bizarre comme nom. Alors, le logo est très réussi, je trouve, honnêtement, il est très chouette. Il est sobre, il est bien fait, avec le V de Vegas au milieu du casque qui est bien représenté. Graphiquement, je le trouve vraiment très joli. Après, effectivement, Julien avait raison, c'est effectivement un casque grec en l'occurrence. Alors pour l'historien que je suis, moi ça me froisse un peu d'appeler ça un chevalier, parce que ça n'a rien à voir avec un chevalier, mais absolument rien, de chez rien, de chez rien. Donc l'historien que je suis est froissé. Alors plus un chevalier doré, bon, je passe sur la symbolique, etc. Bref, je suis pas fan du nom, vraiment. Après, effectivement, on va voir ce que ça va donner au niveau de la draft d'expansion, ce que ça va donner sur les plans de chaque équipe. Bon, Bill Foley, effectivement, entre guillemets, il vend un petit peu sa came avec le fait de vouloir essayer d'apporter une coupe assez rapidement dans la ville. Je pense que toutes les villes d'expansion ont émis le même souhait à un moment donné pour essayer d'attirer le chaland pour vendre du billet, hein, tout simplement, ce qui est compréhensible sous certains aspects. Après, on sait très bien que ce sera quand même très peu plausible, à moins d'un énorme renversement de situation, d'un énorme miracle, que cette équipe-là gagne tout de suite, ou même dans les 6-7 ans. On va bien voir. Mais oui, alors après, j'attends avec impatience de voir les logos, puisque bon, les maillots, pardon, parce que vu la tête du logo, on risque d'avoir une déclinaison de noir et de doré, Ouais. choses comme ça. Exactement, ouais. Il y a un petit peu dommage, parce qu'on a déjà quand même tellement de noir aussi dans l'équipe. Il y a énormément d'équipes qui utilisent la couleur noire sur leurs uniformes. Donc j'attends avec impatience de voir les maillots. Comment est-ce qu'ils vont être présentés, quelle tête ils vont avoir. Je pense qu'ils ont moyen de faire des beaux maillots, honnêtement, parce que le logo est vraiment très réussi pour le coup, malgré que le nom ne me plaise pas. Mais ils ont moyen de faire des belles choses. Donc on va voir ce que ça va donner à ce niveau-là. Ok, on va passer maintenant à la deuxième news de la soirée. Je vais te laisser encore la parole une fois, Erwan. Toi, tu as voulu t'intéresser, il me semble, à Phoenix, et les choses avancent un peu pour les Coyotes, donc de l'Arizona. On va le préciser, ça a changé depuis quelques saisons. Ça avance un peu puisqu'une nouvelle arena va être construite dans la banlieue de Phoenix. Ouais, effectivement, c'est un petit peu la petite nouvelle qui a surpris un petit peu le monde du hockey les dernières semaines. Alors c'est pas encore tout à fait validé, mais l'idée est là en tout cas. Donc Anthony Leblanc, donc qui est le patron des Coyotes de Phoenix, enfin des Arizona Coyotes maintenant, a effectivement annoncé qu'il avait un projet donc de construction d'une nouvelle arena dans l'est de la vallée, donc en l'occurrence sur la ville de Tempe, donc qui est pour ceux qui connaissent pas bien la géographie Phoenix, qui est juste à l'est de la ville de Phoenix, donc de la grande conurbation de Phoenix, là où est censé être le cœur de la fanbase des Yachts. Donc se rapprocher vraiment géographiquement du cœur de l'équipe. Et pour les joueurs aussi d'éviter d'avoir des longs trajets pour aller aux entraînements par rapport à là où ils vivent. Donc le projet a du sens effectivement à ce niveau-là. On parle l'idée d'avoir une arena qui serait d'environ 16 000 places et qui serait prête pour la saison. Assez petite, voilà, mais je pense qu'ils sont aussi
lucides, ils n'ont pas intérêt à faire un truc de 20 000 places, ils ont déjà du mal à remplir la première. Donc on parle d'une arena de 16 000 places et le deal serait pour une entrée en service début de saison 2019-2020. Sachant que le bail actuel avec la Gila River Arena expire à la fin de cette saison-ci, donc de la 2016-2017. Donc il y a encore un accord qui va devoir être trouvé avec Glendale pour aller au moins faire le bridge au moins jusqu'à la nouvelle arena, si tant est que la nouvelle arena soit approuvée de manière définitive et financée, puisque c'est pas encore fait. L'idée est là, le projet est annoncé, c'est quasiment fait, mais bon, on attend quand même, on connaît tous les rebondissements à foison dont Phoenix a été victime, donc on va prendre l'info avec des pincettes. En tout cas, pour les Coyotes, si ça se concrétise, c'est une bonne nouvelle pour eux parce qu'ils vont enfin avoir de la stabilité, de la fiabilité et ça va pouvoir attirer aussi plus les joueurs, les agents libres, etc. Parce que bon, avoir au moins une arena à demeure et pour plusieurs saisons désormais, ça c'est comme un gros plus pour eux. Ça met un petit peu du plomb dans l'aile à l'hypothèse déménagement des Coyotes vers Québec, pour ce dont on avait évoqué il y a pas longtemps. Ce qui ne veut pas dire que ça ne se fera pas, hein. Pour l'instant, c'est difficile de tirer des plans sur la comète. Mais en tout cas, effectivement, pour l'instant, le dossier est peut-être un peu plus bloqué à ce niveau-là pour Québec, si effectivement la construction de l'arena est votée. Mais en tout cas, pour les fans des Coyotes, c'est une bonne nouvelle parce que ça permet enfin du coup de se stabiliser et d'avoir quelque chose d'un peu plus tangible à proposer aux fans, aux médias et aux joueurs aussi. Donc c'est une très bonne chose. Donc on va voir comment ça évolue, mais c'est sorti un petit peu de nulle part cette information-là et on l'a pas trop vu arriver. Et puis on se disait qu'ils allaient sûrement déménager plus qu'autre chose. Moi le premier, j'en étais assez convaincu. Et puis bon, finalement là, ce projet arrive là sur un peu comme un cheveu sur la soupe. Mais on va voir si ça se concrétise. On devrait avoir les dernières informations d'ici peu pour voir la validation finale. Mais bonne nouvelle pour les Coyotes en tout cas si ça se concrétise. Ouais, c'est surtout à voir si ça se concrétise en effet, parce que du côté de Phoenix, on a eu plusieurs projets ou plusieurs rumeurs de remise à niveau de la franchise qui était arrivée ces dernières années, depuis 2009. En gros, l'équipe est un peu dans la panade, et si enfin cette équipe arrive à se construire déjà une nouvelle arena, comme tu l'as dit, un peu plus proche de sa fanbase, et surtout à remplir cette arena, parce que le problème était là principalement à la Gila River Arena actuellement. Ça pourrait être une bonne nouvelle en effet pour les Coyotes, et prouver enfin peut-être que la NHL a peut-être eu raison de s'entêter dans ce marché. Ça sera un long shot, on est bien d'accord, mais voilà, la NHL fera tout pour de toute façon, puisqu'ils auront tout intérêt à avoir un exemple de franchise viable dans le désert. Au moment où ils vont implanter Vegas dans le Nevada. Donc, et puis ils ont tout intérêt à appuyer ça. On en revient toujours aussi à la même problématique, la problématique du marché télévisuel, qui est quand même assez énorme dans la conurbation de Phoenix, avec le contrat derrière qui est avec NBC. Forcément, il y a des choses qui sont négociées à ce niveau-là, et réussir à Phoenix, c'est quand même un gros objectif, je pense, de la NHL à moyen long terme. Effectivement, et le projet de Leblanc consiste pas seulement en juste une arena pour les Coyotes, mais aussi vraiment un complexe dédié à la glace, et pour aussi pouvoir attirer des jeunes à côté, pour les faire se développer, les attirer dans le marché du hockey sur glace aussi. Donc c'est pas seulement effectivement juste concentré sur la NHL, c'est un projet vraiment visiblement un petit peu plus grande échelle avec pas mal d'objectifs à la fin. Julien, là-dessus peut-être? Oui, c'est comme le disait Erwan, je pense que c'est la meilleure chose qui pouvait arriver à cette franchise, qui est ce projet-là. Après, bon, c'est pas encore, on va pas dire, c'est pas signé quoi, on va dire. Mais après, moi je vois plus la chose, comme le disait Erwan également, c'est que ça va faire retarder un peu plus les possibilités d'un déménagement du côté de Québec. Maintenant, on va dire qu'il n'y reste plus qu'une équipe sur laquelle on peut se baser. Voilà, les Canes. Donc, ouais, les fans, la fanbase de Québec, des Nordiques, après un coup au moral, quoi, avec cette annonce-là. Maintenant, comme on l'a dit, depuis 2009, cette franchise, elle a du mal avec son arena.
ok, il y a une fanbase, mais elle doit pas, c'est pas une fanbase qui est aussi importante qu'on peut trouver dans d'autres villes au sein de la NHL. Donc j'attends de voir. Tant que rien n'est signé, je reste quand même un peu sceptique. Mais bon, pour les fans des Yachts, c'était la meilleure chose. Enfin, c'est la meilleure chose qui peut leur arriver avec cette nouvelle arène. Très bien les gars, on va enchaîner sur sur la dernière news de la soirée. C'est une news que j'ai souhaité développer puisque elle est d'actualité aussi, ce qui est normal pour une news, vous allez me dire, mais elle va peut-être impacter certaines décisions dans le futur. C'est les négociations qui sont toujours en cours. Alors c'est des négociations tripartites entre l'association des joueurs de la NHL, donc la NHLPA, la Ligue nationale en elle-même et également le comité international olympique, donc le CIO, concernant la participation des joueurs NHL aux Jeux olympiques de Pyeongchang en 2018. On en parle toujours beaucoup, étant donné que voilà, il n'y a toujours pas de décision qui a été prise, à savoir envoyer ou pas les joueurs NHL aux prochains JO d'hiver qui donc s'ouvriront d'ici moins de 2 ans. Alors les négociations vont montrer toujours du côté des trois parties que j'ai citées juste avant. Et on a eu un dernier rebondissement là, qui est arrivé il y a quelques jours, puisqu'on a appris par tous les réseaux d'informateurs de la Ligue nationale que la NHL avait entre guillemets fait une offre à l'association des joueurs. Donc c'était réellement une négociation entre les deux parties dans ce cas-là. L'offre de la Ligue nationale de hockey, c'était de s'offrir entre guillemets la paix salariale, donc c'est-à-dire éviter une potentielle grève qui pourrait être déclenchée par l'association des joueurs. Donc d'ici 2 ans, étant donné qu'il y a une fenêtre de sortie qui avait été négociée en 2012 entre NHL et l'association des joueurs concernant la convention de travail actuelle. Donc en gros, voilà, la NHL a proposé une paix au niveau de cet accord, sous condition que voilà, les joueurs puissent être envoyés du côté de Pyeongchang. Alors bien entendu, ça a beaucoup jasé, puisque si la NHL propose cela, c'est bien entendu parce qu'elle sait que l'association des joueurs pourrait potentiellement lancer la grève d'ici 2 ans. On discute beaucoup. D'après les dernières rumeurs, l'association des joueurs ne serait pas tellement chaude pour accepter cette offre, étant donné qu'ils sont toujours un peu chiffonnés par le dispositif d'escrow qui avait été mis en place à ce moment-là. Bref, tout ça pour dire que, en plus de parler de la participation des joueurs au JO de 2018, il semblerait que le spectre d'une nouvelle grève du côté de la NHL tend le bout de son nez. Ça paraît encore tendu, les négociations entre l'association des joueurs et la NHL. L'accord qui avait été arraché au bout de plusieurs semaines de négociations, on s'en rappelle, en 2012-2013, semble au final ne pas du tout contenter l'association des joueurs. Et au final, il semblerait que peut-être que le potentiel grève est un peu escaladé ces derniers temps entre les deux parties. Bah, je pense pas que. Bon, après, on verra ce qui va se passer, mais si grève il y a, ce sera une très très mauvaise chose pour la NHL. On sort il y a une dizaine d'années maintenant, un peu plus de 10 ans, avec la saison blanche du lockout. Il y a maintenant 4 ans, le demi-lockout, on a connu une demi-saison. Il y a eu quand on écoute surtout les fans des autres sports américains, que ce soit NFL, la MLB ou encore la NBA, avec tous ces lockouts que la NHL a fait en l'espace de 10 ans, même si c'est justement ces sports-là aussi on a connu, notamment NBA, c'est un peu la risée justement des fans, la NHL, parce qu'ils considèrent que les joueurs de NHL sont un peu des enfants gâtés. Alors, on peut dire qu'ils gagnent beaucoup moins d'argent que justement ces autres sports. C'est surtout ça. D'une part, par rapport aussi à l'aspect médiatique, c'est beaucoup moins médiatisé le hockey que par exemple le foot US, qui est une religion là-bas. Mais malgré tout, ce serait désavantager la NHL de repartir sur un lockout. Les dirigeants le savent. Je pense que à terme,
ça arrive, on va arriver à une entente entre les deux parties parce que ce serait vraiment dramatique pour la ligue de ne pas accepter les doléances des joueurs. Après, pour ce qui est des JO qui arrivent dans 2 ans, il y a le temps, il y a encore 2 ans à faire. Je ne vois pas comment ça peut se faire qu'aucun NHLer aille faire les JO, ce serait dramatique. Même si on en avait parlé dans le premier épisode du podcast, la pseudo Coupe du Monde NHL qui viendrait essayer de faire de l'ombre au tableau, je ne pense pas que ce soit possible que les joueurs ne puissent pas y aller. C'est surtout les joueurs qui veulent à tout prix y aller, parce que pour eux c'est quand même leur plus grosse vitrine qu'ils puissent avoir les Jeux Olympiques. Maintenant, on sait que les patrons des clubs ne sont pas forcément enclins, parce qu'on sait très bien qu'une blessure, exactement. Certes, il y a des assurances derrière, mais bon voilà, je vois pas les prochains JO sans NHL. On arrivera à une entente. Erwan, là-dessus peut-être? Oui, pareil, je suis du même avis. Je vois pas comment est-ce qu'on pourra se passer des NHLers sur les JO. C'est une trop belle publicité pour le hockey. C'est le tournoi majeur tous les 4 ans. Se priver de ça, c'est suicidaire sportivement, économiquement. Ça n'a aucun sens. Après, pour ce qui est de la négociation avec la PA, j'ai honnêtement pas très suivi l'affaire, pour être très franc. Mais oui, effectivement, ça va. Les négociations vont quand même aller bon train. Est-ce qu'on aura une nouvelle grève? Je n'espère pas non plus, parce qu'on a quand même tous souffert des 2 derniers lockouts qui ont été pénibles, c'est le mot qu'on puisse dire. Là aussi, la PA et la NHL auraient quand même beaucoup à perdre, parce que voilà, ça nuit à leur image de marque à eux deux, à L2 pardon. Et puis voilà, au niveau des fans, les fans ont un tel produit maintenant à voir tous les ans que s'en priver, là, ça deviendrait encore très compliqué. Surtout que bon, la dernière est quand même assez fraîche, quoi. Ça reste de 2014-2015, c'est pas très longtemps. Bon voilà, ils ont vraiment tout intérêt à se mettre d'accord là-dessus. Donc après voilà, j'ai pas trop suivi l'affaire des négos, pour être très franc, donc je pourrais pas trop me prononcer, mais j'espère quand même qu'ils vont pouvoir trouver un accord et éviter ce genre de désagréments que l'on a subi par le passé. C'est sûr qu'on en a subi pas mal ces dernières saisons. C'est comme si en fait à chaque fin de négociation, enfin de contrat entre la Ligue et l'association des joueurs, il y avait forcément une grève qui devait se profiler dans cette Ligue. C'est quand même assez incroyable le nombre de grèves qu'on s'est mangé en 20 ou 30 ans. On a terminé pour la partie news. C'était la première partie de ce podcast numéro 5. Et maintenant, on va enchaîner de suite, puisque on ne fait pas de transition, nous, dans le podcast. On va partir sur la nouvelle partie. C'est le sujet débat du soir. Et ce soir, on va s'intéresser aux Rangers de New York. Allez, on est parti maintenant pour notre sujet débat du soir, et on a voulu s'intéresser ce soir à une équipe qui est tout en haut du classement de la NHL et surtout tout en haut du classement de sa division. Ce sont les Rangers de New York, une équipe qu'on n'avait pas forcément eu le temps de voir dans nos focus équipes de début de saison. Et voilà, c'est pourquoi ce soir on voulait vous en parler plus particulièrement. Alors les Rangers actuellement sont, comme je vous l'ai dit, en haut de la division métropolitaine et surtout tout en haut du classement des meilleures équipes offensive de la NHL, puisqu'avec 88 buts, ils sont quand même à 11 buts d'avance sur les Flyers de Philadelphie, qui sont la deuxième meilleure attaque de la NHL. Bref, ces Rangers sont clairement séduisants ce début de saison, puisqu'ils continuent donc de performer en saison régulière. 33 points actuellement, ils sont juste derrière les Canadiens de Montréal, qui sont réellement la première équipe de la NHL. Cette équipe qui s'est renouvelée beaucoup ces dernières saisons avec l'introduction de pas mal de jeunes joueurs, est en train de réussir une certaine transition, et une transition réellement vers l'offensive, puisque New York est considéré comme l'une de ces équipes qui a axé clairement son jeu vers la vitesse et la technicité. On voulait donc s'intéresser à cette équipe dès ce soir. Les gars, je vais me tourner vers vous pour discuter de manière générale de cette équipe des Rangers, donc qui est vraiment très, très étonnante et très performante dans ce début de saison. Alors je ne sais pas lequel d'entre vous commencez à parler de cette équipe de Broadway. Julien, Arwan, c'est comme vous souhaitez, je me tourne vers l'un de vous deux.
Bon, allez, je me lance alors. Bah écoute, ouais, effectivement, une équipe des Rangers qui est assez surprenante. J'avoue, je les voyais pas aller aussi haut que ça, enfin du moins être aussi haut placé pour le moment sur ce début de saison. Mais ils ont réussi à faire une petite transition en douceur au niveau de leur line-up. Ils ont injecté de la jeunesse, de la vitesse, notamment avec le petit Jimmy Vesey qui a été recruté cette saison. On a JT Miller qui arrive bien aussi à maturité, qui connaît un très beau début de saison et qui, enfin, pour l'instant, qui est sur une saison référence, donc il a un potentiel pour aller faire on va dire peut-être 50-60 points peut-être cette saison s'il continue comme ça, ce qui est pas mal du tout. On a aussi Jesper Fast et Oscar Lindberg, voilà des jeunes qui arrivent, qui sont assez efficaces. Et devant, on a toujours les vieux qui tiennent la boutique avec Kryler, avec Stepan et Zuccarello. Zuccarello qui est toujours aussi impressionnant. Ce petit Zuccarello me bluffe toujours à chaque match. Tout petit gabarit, vraiment c'est un nain sur la glace, mais alors il a des très bonnes mains, il a de très bonne vitesse et il sait très bien où se placer. Et c'est vraiment un très très beau joueur, très efficace et qui pèse énormément sur le jeu des Rangers. Voilà. Et après ils ont aussi une belle défense qui tient bien la route avec McDonough, Girardi, Stahl. Voilà, c'est solide. Ça relance bien. Alors, on a toujours l'immense Hank Lundqvist, pardon, qui est devant le filet, toujours gaillard. Donc ouais, vraiment belle équipe, ça marche bien, l'offensive est très efficace, défensivement c'est costaud. Je les voyais pas aussi haut, mais ils surprennent bien. Et la mayonnaise prend bien, et je pense qu'ils seront des clients en playoff, parce que je les vois pas louper les playoffs très franchement. Ils sont trop bien partis. Donc la bataille avec New York, décidément avec Montréal, pardon, va être intéressante sur la fin de saison. Mais ouais, surprenante équipe des Rangers. Je les ai vus jouer l'autre jour. J'étais séduit par la vitesse de jeu, les combinaisons. C'était plus aussi juste rentre dedans qu'avant. Donc assez séduisant. J'ai bien aimé cette petite équipe de New York, qui sont intéressants. Et un petit focus sur Michael Grabner, on en parlait en off tout à l'heure, mais c'est vrai que l'ami Grabner La a fait une résurrection. saison, voilà exactement, une saison out of nowhere, avec quasiment 12 buts ou 13 buts. Je crois qu'il a marqué plus de points là pour l'instant sur son seul petit bout de saison cette année que les deux dernières saisons combinées. Enfin c'est un retour en grâce. Alors je doute que ça perdure jusqu'à la fin de saison, ce serait bizarre. Mais en tout cas, c'est une plus-value très bienvenue pour les Rangers. C'est surtout ouais, voilà, qu'il est sur un rythme là actuellement de un but tous les deux matchs. C'est quand même impressionnant parce qu'il est donc lui, on vient juste d'en parler, mais il y a aussi Rick Nash aussi qui est en train de performer en ce début de saison. Il est déjà à 10 buts aussi de son côté. Il avait connu certaines saisons un peu moins bien du côté de New York. Donc c'est vrai que ils sont assez étonnants ces Rangers. Hein. Ça performe bien, ça marque à tous les niveaux, première ligne, deuxième ligne, troisième ligne. Bref, ils ont quasiment tout leur trio qui tourne. Il y a de la contribution aussi derrière. Voilà, Girardi est toujours, enfin, revient aussi un peu sur le devant. Il avait connu des saisons un peu compliquées. Le capitaine McDonough est toujours là aussi. Tu as parlé de Lundqvist, quand bien même il prend de la bouteille, ben, il est toujours solide, Toujours là. le vieux gaillard suédois. C'est quand même impressionnant ces Rangers, hein. Ça retourne bien, c'est en tête de sa division, il y a de la vitesse. Voilà, aussi on a l'impression qu'ils ont bien réussi leur transition. Tu l'as dit avant, c'était bien une équipe qui rentrait dedans et saison après saison, ils ont réussi à se maintenir parmi les top équipes de la NHL et surtout maintenant orienter leur effectif vers quoi tendent toutes les équipes actuellement, c'est-à-dire vers de la vitesse et vers de la technicité. Julien, t'en Après, penses quoi, toi, si on est mauvaise C'est langue, on va dire que c'est une année où Rick Nash produit. Et c'est en C'est général ça, une année sur deux. Et là, ils sont sur la bonne année. c'est ça, Donc, exactement. c'est peut-être ça aussi le déclic. Donc on va bien voir. Julien, à toi, Vas-y, tiens. Julien, je t'en prie. Bah, vous avez pratiquement tout dit, hein. Je vais pas répéter. Maintenant, pour en revenir justement là sur la partie vitesse, c'est un peu la patte Vigneault qui se met tranquillement en place. Il avait commencé à mettre ça en place les 2 années où justement ils ont été en haut des séries, notamment avec une finale de Cup, une finale de conférence perdue. On se rappelle de Martin Saint-Louis et puis le petit Carl Hagelin qui étaient justement aussi ces deux joueurs rapides qui étaient entre guillemets la tête de ce projet-là. Donc ils continuent sur cette lancée. Après,
pour pas trop faire le rabat-joie, je me dis, voilà, ça marche bien, c'est très bien. Il y a des jeunes, moins jeunes, ça fonctionne pour le moment. Mais moi, ce que je vois surtout, c'est que c'est une équipe qui vit sur l'instant présent. C'est quand on regarde son pool de prospects, quand tu regardes ses choix de draft, il y en a beaucoup qui sont partis justement à l'époque où ils voulaient aller chercher la Cup, notamment les 2-3 dernières années, quand ils ont été chercher Keith Yandle. Voilà, ils ont quand même largué pas mal de choix et puis des prospects. Bon, je pense à Anthony Duclair notamment. Donc c'est une équipe d'instant présent. J'attends de voir qu'est-ce que ce sera dans 4-5 ans quand il y a des joueurs qui devront partir, des joueurs qui seront vieux, notamment Rick Nash, Lundqvist, qu'est-ce qui va rester derrière lui, parce que voilà, c'est la tronche de cette franchise. Donc j'attends de voir ce que ça donnera dans le futur. Et j'espère surtout pour eux qu'ils iront chercher une cup, et j'espère que Lundqvist aura sa bague un jour autour du doigt. Après, ils ont quand même surtout un effectif qui est déjà jeune, hein, l'effectif qu'ils ont actuellement. Ils ont injecté beaucoup de sang neuf dans leur équipe. C'était aussi, je pense, pourquoi certaines personnes pensaient, et moi le premier, que les Rangers allaient peut-être un peu plus galérer cette saison, et quand bien même ils allaient se qualifier en playoffs, ça allait être un peu border. Mais au final, tous ces jeunes-là ont l'air de bien s'être intégrés dans cet effectif. La mayonnaise prend bien avec certains vétérans, comme Nash, tu l'as répété. Grabner aussi forcément qui est un vétéran, ou Mark Stoll. Enfin voilà, c'est une équipe qui reste quand même en dessous, autour de la vingtaine, autour des 25 ans, j'ai envie de dire. Donc il y a quand même certain caractère juvénile dans cette équipe. Alors certes, tu l'as dit, le pool de prospects n'est pas très énorme, bien entendu, puisqu'ils ont quasiment injecté tous les futurs grands joueurs entre guillemets qui devraient avoir dans cet effectif. Derrière, ils ont quand même, sur les saisons qui arrivent, leurs pics qui sont assez remplis, à part un deuxième tour qu'ils n'auront pas à la draft 2017. Il y a quand même des choix de ronde du côté des Rangers. Moi, je pense que cette équipe, au contraire, elle tend plutôt vers un avenir assez radieux. Alors, il y a bien entendu la grosse inconnue du gardien. Je pense pas qu'ils retrouveront un type de l'aura d'Henrik Lundqvist d'ici un bon paquet d'années. Ça sera plutôt une équipe qui s'orientera autour soit d'un défenseur, soit d'un attaquant star. Mais au final, je suis assez surpris que tous ces jeunes performent de suite. Et ouais, pour moi, je suis plutôt assez confiant sur l'avenir des Rangers. Écoute, j'attends de voir quand même malgré tout dans quelques Bien années. entendu, les prémices qu'on a sont assez prometteuses. Ah, pour le moment, oui, mais j'attends aux 4-5 ans pour voir comment justement cette équipe évoluera. Il y aura beaucoup de changements, ça c'est certain, hein. Sur 4-5 ans, tu regardes la line-up d'une équipe, c'est limite, tu retrouves aucun joueur pratiquement qui était là à part les gros, quoi. Mais oui, la première interrogation, ce serait au niveau du gardien. Après, le top défenseur, on le sait, c'est McDonough. Maintenant, est-ce qu'il a les épaules vraiment pour être un défenseur de franchise comme peut l'être Shea Weber? Il est pas de la trempe de Shea Weber, bien que ce soit un très 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 bon défenseur, McDonough. Après, le problème de New York, c'est pas non plus culturellement une franchise qui développe du joueur. Ils ont pas cette culture-là. Ouais. Ils ont toujours été, notamment dans les années Glenn Sather, décidément. Ils ont toujours été une équipe qui allait chercher du joueur, soit par des deals, soit par des grosses signatures, etc. Mais je suis en train de me chercher dans ma tête la dernière grosse star qu'ils ont pu développer en interne. Il y a quasiment rien, quoi. C'est difficile. Même là, ils ont encore dealé il y a pas longtemps là leur défenseur, ce qui était leur défenseur numéro 1 dans les prospects, Dylan McInrath, à Florida, si je ne m'abuse. Donc ils ont pas forcément cette culture de développer des joueurs. Ils sont obligés de changer, ils sont obligés de s'y mettre un peu plus fatalement. Mais c'est vrai qu'ils n'ont pas un pool de prospects qui est fantasmagorique non plus. Donc c'est peut-être là où le bas peut blesser un peu pour eux. Mais s'ils arrivent à faire la transition et s'ils arrivent à se mettre un petit peu là-dedans,
ils pourront être très dangereux. Après, quand tu as trouvé le successeur de Lundqvist, ça reste quand même la panacée. Mais j'ai cru oui dire que les Rangers avaient aussi demandé carrément à Hank lui-même de faire du scouting aussi au niveau des gardiens et de voir qui pourrait lui succéder aussi, de manière informelle bien sûr, mais sachant qu'un gardien prend beaucoup de temps à se développer. Mais évidemment, avec l'œil de Lundqvist, ça reste un expert. On ne peut mieux placé pour trouver qui pourrait lui succéder dans un temps futur. Mais ouais, c'est un peu le gros défi, je pense, que les Rangers vont avoir sur les prochaines années, et je rejoins un petit peu Julien là-dessus. J'attends de voir comment ils vont faire, mais c'est leur défi principal pour moi, effectivement, c'est d'arriver à bien drafter et ensuite à pérenniser leur pool de prospects. Si on creuse un peu, le dernier gros joueur que les Rangers ont développé, j'ai envie de dire en interne, c'était peut-être Brian Leetch qui a été un grand joueur chez les Rangers. Ouais, ça remonte loin, là. Je remonte loin, ouais, mais bon, comme toi, j'ai du mal à chercher en effet des gros joueurs qui ont été développés par les Rangers, surtout en interne. On a fait un peu le tour de cette équipe. T'as Je vais Lundqvist, fouiller un justement. petit peu pour le prochain sujet, je vais te dire ça. Ouais, il y a Lundqvist à certains côtés, en effet, c'est vrai. Il y a Lundqvist. Lundqvist, oui, c'est sûrement la dernière grosse star, effectivement. Voilà, hein. Il est en 200e position, je sais plus combien. Septième tour de mémoire. Ouais. C'est vrai. Il y a peut-être autre chose que vous voulez dire sur cette équipe des Rangers, étant donné qu'on en a parlé assez rapidement. On a parlé surtout de leur allant offensif, toutes ces lignes qui arrivent à fonctionner. Est-ce que vous voulez peut-être orienter là-dessus ? La perte de Brassard, elle est pas forcément, elle s'est pas vue, on va dire. Zibanejad s'est très bien intégré. Comme on le disait justement aussi Erwan en off, Zuccarello fait une saison exceptionnelle pour le moment. C'est un joueur, comme on le disait, de par son gabarit, fait des merveilles. Rick Nash se met à scorer. Kevin Hayes, avec sa belle saison de l'année dernière, confirme. Stéphane, il a les clés du camion sur la first line. Donc il y a une bonne. Je trouve que c'est quatre trios qui. Il n'y a pas un réel, on va dire le premier trio qui peut se détacher, mais les quatre trios sont vraiment intéressants et ils se détachent pas vraiment sur le niveau qu'il peut y avoir entre eux, justement. Erwan, peut-être pour conclure sur la je rebondis un petit peu du coup pendant que Julien dissertait, je regarde un petit peu les stats de draft des Rangers et on se rend compte quand même d'une stat assez impressionnante, c'est que sur les 3 dernières drafts, donc si je remonte jusqu'à 2014, ils ont pour l'instant aucun prospect qui a joué en NHL un seul match. Voilà. Ça en dit long quand même sur les 3 dernières. Alors ça reste quand même un temps assez court, hein. C'est pas anormal de voir des prospects qui sont de 2014 ne pas encore joué, c'est pas forcément dramatique, mais on a quand même quasiment une vingtaine de joueurs presque, une grosse quinzaine une grosse quinzaine, et personne pour l'instant ne joue pour l'instant en NHL. Si on a juste fait remonter à 2013 avec Pavel Buchnevich là qui vient de faire sa rentrée cette année. Et je compte pas Anthony Duclair puisque Duclair a été transféré deuxième. Duclair a été transféré du coup à Phoenix. Après pour ce qui était des joueurs phares, stars qui ont été draftés par New York, on va trouver Kreider effectivement, mais qui est pas non plus une star établie. Ouais. C'est bon, 142 points en 266 matchs, c'est pas extraordinaire. On va retrouver des mecs comme Del Zotto, comme Stepan. Il y avait le petit Cherepanov, mais qui malheureusement nous aura quitté trop tôt. On n'aura jamais su s'il aura pu faire quelque chose, mais lui aussi avait du talent. Et derrière, il faut aller chercher des Mark Stahl, qu'est-ce qu'on a encore on a des mecs et des blue collar, comme on appelle souvent, les Dubinsky, les Callahan. Voilà, des mecs qui étaient des travailleurs plus que des stars pures. Oui, des hommes de 2, 3e trio, quoi. C'est ça, voilà. Et effectivement, il faut remonter à 2000, à draft 2000 pour avoir Henrik Lundqvist qui était là. Ils sont même passés, ils ont loupé le coche parce que sur la draft 2003, qui était la plus profonde depuis longtemps, ils se sont plantés aussi en prenant Hugh Jessiman qui n'a jamais rien fait. C'est ce que il leur a fait 2 matchs en NHL. Voilà. Donc ils ont un problème quand même au niveau de la draft. Ils ont un problème de scouting et c'est leur défi là pour les prochaines saisons. Ils ont besoin de refaire du stock et du stock de qualité.
Bah, ils ont surtout été habitués, tu l'as dit, pendant certaines drafts à aller chercher des joueurs que personne ne connaissait en première ronde et au final des joueurs qui se sont avérés être des busts complets. Ah, ils en ont un bon paquet des vestes, hein. Ouais, C'est sûr ils qu'il en ont un bon y a un paquet sur. sacré record là. Parfait les gars, bah, écoutez, je pense qu'on a fait globalement le tour de cette équipe de New York. On va bien entendu garder un œil sur elle, et étant donné que voilà, on en reparlera forcément des Rangers dans les prochains numéros du podcast. On suit de très près donc le classement de cette division métropolitaine, qui est quand même, on va dire, relativement serré dans sa tête, puisque Pittsburgh, Washington et Columbus se tiennent tout juste en un point là actuellement. Donc ouais, New York est bien parti, mais attention parce que derrière ça suit quand même, hein. Allez, deuxième sujet aussi qu'on voulait voir un peu dans cette partie débat, c'est le sujet des Panthers de Floride, puisque, alors là on va un peu retomber sur les news dernièrement, puisque les Panthers se sont séparés avec grand fracas, on va dire, de leur entraîneur-chef Gérard Galland, il y a de ça quelques jours. Alors la news a un peu fait écho un peu partout, même en dehors de la NHL, puisque le pauvre Gérard Galland s'est fait littéralement virer et même, j'ai envie de dire, à coup de pied dans le derrière par son équipe des Panthers de Floride. Il a été débarqué juste à la sortie du match contre les Hurricanes, une courte défaite de la part de son ancienne équipe des Panthers. Mais voilà, ça a forcément fait parler et ça nous pose la question sur l'axe que souhaitent suivre les Panthers de Floride. On sait qu'il y a eu des problèmes financiers, qu'il y en a toujours dans cette équipe. L'an dernier, on a eu le retrait, plutôt la promotion entre guillemets de Dave Talon au poste de président, qui était auparavant manager général de cette équipe. Bref, ce nouvel épisode rocambolesque autour de la franchise de Florida pose également pas mal de questions sur leur objectif à court terme. Les gars, forcément, vous avez été assez choqués par ce débarquement, ni plus ni moins, musclé, j'ai envie de dire, du pauvre Gérard Galland. Oui, ouais, ça a été, comme tu dis, viré comme un malpropre. Il y a un manque de classe flagrant, je trouve, de la part de la franchise de Florida. Tu vois une image où justement le pauvre Gérard est sur son trottoir là, les bras ballants avec ses deux sacs aux pieds, où c'est un employé des Canes qui vient lui porter ses sacs pour les mettre dans le coffre du taxi qui va justement le ramener chez lui, tout simplement. Donc déjà déçu déçu, je sais pas si on peut dire être déçu, mais plus ou moins choqué du comportement de la franchise. Mais surtout étonné du pourquoi, du comment il a été débarqué, parce que bon, certes, leur classement à l'heure actuelle n'est pas folichon, mais ils sont loin d'être largués. Beaucoup de blessures à l'heure actuelle dans les rangs des Cats, Huberdeau, Petrovic, on en parlait aussi en off avec Blad, à une commotion. Papy Jaeger, qui à l'instar de ses saisons précédentes ou de son début de saison, il a du mal en ce moment, alors à l'image de l'équipe bien sûr, mais non, vraiment étonné de son licenciement. Bon, on va voir bien sûr si dans les semaines à venir, si justement ça va porter ses fruits ou pas. Mais ouais, déjà déçu du manque de classe de l'équipe, et puis étonné du fait que ça arrive aussitôt dans la saison. C'est surtout après qui a été révélé, c'est qu'il y avait une certaine dissension au sein de la tête exécutive des Panthers, c'est notamment entre Gérard Galland et le manager général qui est Mark Rowe, qui est arrivé à la suite de Dave Talon. Pour faire simple, il y a un peu deux écoles du hockey qui se confrontaient jusqu'à là dans l'organisation des Panthers. D'un côté, un hockey un peu plus traditionnel qui était prôné par Gérard Galland, qui était vraiment axé sur les joueurs et voilà, sur la relation qu'il pouvait avoir avec les joueurs, beaucoup plus intimiste. Et de l'autre côté, il y a une nouvelle approche du hockey qui tend à se développer, et j'ai envie de dire que pas forcément dans le hockey, mais un peu dans toutes les ligues majeures américaines, qui est vraiment une vision du sport axée réellement sur la statistique et uniquement sur les performances des joueurs. Et au final, le pauvre Gérard Galland, il a un peu payé pour ça. Sa vision était peut-être un peu minoritaire, et je pense que autant la tête exécutive et même le propriétaire qui est parti dans cet objectif de statistique
et clairement d'analyse des performances des joueurs, attendait réellement le moment où il allait un peu flancher avec son équipe, étant donné que l'an dernier il a connu une relative bonne saison avec les Panthers. Le moment où il allait un peu flancher, alors on va dire, comme tu l'as bien exposé Julien, que les Panthers sont loin d'être largués, mais voilà, le début de saison est, j'ai envie de dire, un peu coup-ci coup-ça, et je pense qu'ils sont vite dans la brèche pour le débarquer et installer clairement leur politique maintenant avec cette équipe des Panthers. C'est clairement choquant, effectivement. Il y a le fond et la forme, quoi. Après, c'est vrai que sur la méthode, c'est dégueulasse. On va appeler un chat un chat. C'est vrai que le débarquer déjà au milieu d'un road trip, ça se fait pas. Le débarquer comme un malpropre à la sortie de l'aréna, en lui disant grosso modo, bah écoute, t'es gentil, mais finalement, tu vas pas prendre le bus avec nous pour aller à Chicago et le plus tu choquant, restes là, c'est la tu prends manière, un c'est comme sac. tu dis. Ouais. C'est ça, parce que c'est littéralement ce qui s'est passé. Ils ont Exactement. littéralement enlevé les affaires du bus, ces affaires qui étaient dans le bus, qui allaient partir pour l'aéroport pour aller jouer à Chicago. Ils ont enlevé les affaires du bus et il est resté sur le trottoir. Et effectivement, ils lui ont commandé un taco et c'est un pauvre employé des Canes qui est venu lui filer un coup de main pour mettre les bagages dans le taco, comme disait Julien. C'est absolument choquant. C'est vrai que ça se voit extrêmement rarement, ce genre de choses, parce que l'image est déplorable. La photo, effectivement, de Jean Gallant et de son assistant Mike Riley, qui lui aussi a été canné dans l'affaire. Les pauvres avec leurs valises et leurs sacs CCM sous le bras sur le trottoir, ça a fait le tour du monde, là, du moins de la planète hockey. Donc c'est assez choquant, effectivement, la manière. Après, sur les raisons, alors comme tu l'as tout à fait bien dit, il y avait un gros problème de dissension de philosophie. Les patrons sont clairement dans une optique très pro stats, très pro analytics. À contrario de Galland, qui est plus un coach à l'ancienne et qui va plus être sur le côté humain. Donc il y avait vraiment une grosse dissension et qui couvait même depuis l'année dernière déjà. Déjà même avec Galland Dave a Talon, signé son contrat. Ouais, voilà aussi, mais après faut relativiser parce que Talon comme tu l'as dit, il a été promu parce que ce qui normalement est une promotion, mais là il s'était mis au placard, hein, clairement, parce que le mec était un des meilleurs GM de la NHL, on le met tout d'un coup en patron des opérations hockey, donc en lui enlevant quasiment beaucoup de pouvoir, c'était vraiment une mise au placard déguisée. Donc je pense que Talon est le prochain à dégager, je suppose. Mais oui, effectivement, donc des gars qui étaient pro stats à contrario de gars qui étaient pro joueurs entre guillemets. Le bilan de Gérard Galland était quand même très bon jusqu'ici. Il a quand même fini deuxième dans la course au meilleur coach l'année dernière, hein, juste derrière Barrett Trotz. Donc c'est quand même pas un novice. Donc il avait fait une très bonne saison. Cette saison, effectivement, les Cats s'en arrachent un peu, mais les changements de personnel n'ont pas aidé non plus. Il y a eu beaucoup de transferts qui ont été faits, de changements de joueurs justement à contrario des idées de Galland. Donc il était très furax, par exemple, du transfert de Goodbranson à Vancouver, par exemple, qui était lui était vraiment sur un de ses défenseurs défensifs purs sur lequel il comptait beaucoup, et on lui enlevait parce que soi-disant exactement, alors qu'il avait des stats qui parlaient pour lui pour Gérard Galland, mais qui parlaient pas suffisamment pour le staff au-dessus. Donc voilà, et Gérard Galland avait signé une extension de contrat l'année dernière, mais il avait bien laissé entendre qu'il n'était pas sûr d'aller au bout parce qu'il y avait des dissensions. Mais au moins le contrat était là et financièrement il était plus sécure. Donc c'est quand même un peu triste effectivement d'en arriver là. Mais effectivement la franchise pose vraiment question parce que de ce que j'ai pu en lire ici et là, les patrons sont dans une optique très américaine. Ouais, très américaine mais très particulière. Il y a une connexion. En fait, on a, pour ceux qui connaissent pas l'effectif, les deux patrons, donc Vinny Viola et Doug Sifu, sont d'anciens militaires. Ils sont passés par l'académie de West Point. Et en fait, on se rend compte qu'ils recrutent quasiment que des gens qui ont un background militaire ou qui sont passés par West Point. Curieusement. Alors, un des anciens coachs, pareil, c'est l'ancien coach de l'équipe de hockey de West Point, etc., etc. Et donc ils impliquent une vision, ils récupèrent en fait des anciens camarades à peu près. C'est un petit peu bizarre comme façon de procéder, mais c'est ce qui se fait visiblement là sur les Cats. Et du coup, il y a un renouvellement de personnel qui est vraiment bizarre au niveau des joueurs et même au niveau après du staff, puisque là on a Tom Rowe qui est donc le nouveau, qui était l'ancien GM maintenant, qui est redescendu coach pour remplacer Galland, alors qu'il a jamais coaché en NHL, il a coaché que en AHL, donc en mineur. Il avait jamais été GM non plus de sa vie avant.
Donc on a vraiment l'impression d'avoir beaucoup d'expérimentation, c'est très très artisanal cette affaire. Ça n'augure rien de très très bon, je trouve, pour Florida cette année, parce que Jarrett Gallant était soutenu par ses joueurs, il était très populaire au niveau de ses joueurs. Les échos qui ont émané juste après l'éviction du coach étaient très négatifs. Beaucoup de joueurs en off ont bien déclaré qu'ils étaient assez furax au niveau du move. Ils n'appréciaient pas du tout la façon de faire, et puis qu'on leur impose un coach qui avait vraiment aucune expérience en NHL. Donc, soit dit en passant, la dernière des choses dont une équipe comme ça a besoin, c'est d'avoir un coach inexpérimenté en NHL. Ça n'a vraiment aucun sens. Donc, on va voir si vraiment Tamo arrive à faire passer un quelconque message sur le banc, mais c'est quand même étrange. Alors ils vont récupérer quelques blessés. Ils ont déjà récupéré Jokinen et Björkstad. Il y a toujours Huberdeau qui est sur le carreau, Petrovic maintenant qui est sur le carreau aussi. Comme tu disais Julien, Papy Jagger, il commence à accuser un petit peu le poids des ans, même si on le voyait un peu peut-être trop beau au début de saison. Il va encore commencer à casser la baraque, et puis là, il commence un petit peu à traîner la patte. Est-ce que le système de jeu de lui... Parce que ce qu'il faut aussi dire, c'est que Jarrett Gallant s'est fait quasiment imposer un système de jeu par le staff au-dessus de lui. Donc il a dû appliquer un système qui n'était pas le sien et auquel il n'adhérait pas forcément. Donc est-ce que les joueurs aussi ont du mal à appliquer correctement? À voir. Mais il a effectivement le désavantage d'avoir une équipe qui était vraiment brinque-ballante au départ avec beaucoup de blessés. Et pour autant, au classement, ils sont pas largués, effectivement. Ils sont à 11-10-1. Voilà, c'est pas... On a vu les équipes faire des remontées bien plus costaudes que ça dans le passé. Donc c'est décevant. On avait franchement une équipe qui partait très bien l'année dernière et qui avait un beau futur. Et puis là, ça paraît beaucoup plus sombre tout d'un coup. Et on se demande vraiment où est-ce que les dirigeants veulent aller. C'est assez inquiétant. Ouais, c'est surtout que l'an dernier, voilà, les Cats avaient bien réussi, et les voir repartir entre guillemets dans une reconstruction, surtout au niveau de leur tête pensante, ça paraît assez bizarre, surtout avec le nombre de jeunes joueurs qu'ils ont qui étaient en train d'éclater. Ça paraît très étrange de revoir cette équipe faire des modifications aussi profondes dans son organisation, surtout à ce moment-là de la saison, quand tu es juste à un point de la première wildcard. C'est ça qui est vraiment étonnant. Ça nous rappelle un peu furieusement le move des Islanders dans le passé, qui avait juste promu leur gardien backup Garth Snow comme étant GM. C'est vrai. Limite après qu'il ait enlevé ses pads pour la dernière fois, quoi. C'est vraiment un petit peu dans le même genre. C'est très amateur cette affaire. D'ailleurs, pour la petite parenthèse sur les Islanders, ça serait peut-être d'ailleurs, je fais juste une petite parenthèse, la prochaine équipe à renvoyer son coach, puisque eux aussi de leur côté ça se passe mal en ce moment, et on parle beaucoup de l'éviction de Jack Capuano du côté de Long Island. Vous avez autre chose peut-être à dire, les gars, sur Florida, des choses qu'on n'aurait pas forcément dit? Julien, Erwan? Non, rien de spécial. Il faut juste voir ce que vont donner le retour des blessés, puisque Jokinen était quand même une grosse part importante de leur succès la saison dernière. Björkstad aussi, qui est quand même un jeune prometteur aussi, donc ça, sur le papier, ça peut changer la donne. Ils ont le jeune Jonathan Marchessault aussi qui a bien rempli son rôle pour l'instant de remplacement d'Huberdeau. Quid de la forme de l'équipe quand Huberdeau va revenir? Est-ce que malgré tous les retours, ils n'adhéreront pas au discours du coach, qui paraît quand même comme étant un petit peu l'ennemi du jour pour l'instant dans le vestiaire? Je sais pas, à voir. Le retour des blessés sera très intéressant à suivre. Parfait les gars, on va conclure avec ces derniers mots sur les Panthers de Floride, notre partie débat de la soirée. On va s'orienter de suite vers les questions auditeurs de la soirée. C'est la troisième partie du podcast et elle commence de suite. C'est la troisième partie du podcast qui commence de suite, et maintenant vous en avez l'habitude depuis le dernier numéro, on laisse la part belle à nos auditeurs qui nous envoient semaine après semaine, ou j'ai envie plutôt de dire émission après émission, leurs questionnements sur l'actualité NHL, mais également sur les questions un peu plus larges. Et ce soir on va traiter une question notamment qui va être très large, qui nous a été envoyée
par Brice Pierlot, qui est le cofondateur du forum NHL for All, cofondateur donc avec notre cher Erwan Bouric, qui est avec nous tous les soirs. Il nous a envoyé une question qui est relativement très intéressante et sur laquelle on va forcément se pencher assez longuement, je pense. C'est une question assez générale sur les jeunes joueurs. Alors je vous livre sa question. Comment peut-on arriver à mal gérer l'évolution de jeunes joueurs dans la NHL actuelle? Pourquoi une telle incompétence en NHL dans ce domaine? Pas mal de prospects se sont fait griller à cause d'une mauvaise gestion qui a impacté leur développement. Alors récemment, ici notamment les cas de Jake Virtanen et éventuellement aussi de Mathieu Barzal. Et dans le passé, notamment Gilbert Brûlé et Lucas Biza. Alors c'est vrai que c'est une question très intéressante, les gars, parce qu'on en a parlé un peu juste avant avec les Rangers qui avaient certains choix de draft et qui au final s'avéraient être des busts. On peut étendre ceci aussi, et je pense que c'est d'un certain côté l'objet de la question de Brice, à la gestion financière et gestion personnelle des cas des joueurs, qui aurait pu impacter l'évolution de certains d'entre eux. Comment vous pouvez expliquer cela de votre côté? Je sais que toi, Erwan, tu es souvent très friand des questions jeunes joueurs. Qu'est-ce que tu en penses du questionnement de ton pote, Brice? Comme d'hab, c'est une question super pertinente de Brice, et il a tout à fait raison. C'est une question légitime. On a effectivement vu beaucoup de joueurs dans les 10-15 dernières années qui ont busté, donc qui se sont écroulés complètement alors qu'ils avaient des grosses attentes. Il a cité effectivement Gilbert Brûlé à Vancouver, Lucas Biza qui avait été drafté par nos soins à Philly aussi, qui a erré un petit peu à droite à gauche. Jake Virtanen effectivement à Vancouver beaucoup plus récemment. Matt Barzal en ce moment sur New York Islanders qui a fait une petite pige en début de saison et qui est reparti en junior. Effectivement, on a eu des joueurs comme ça qui ont beaucoup d'attentes et qui se cassent un petit peu la figure au fur et à mesure. Alors, la raison, je pense, c'est une combinaison de mauvaise gestion, de pression et d'attente. Alors, c'est pas forcément au niveau du joueur que j'assisturais, mais plutôt au niveau du club, qui le draft. Même si le joueur est le dernier gars sur la glace, et évidemment, si lui, il n'arrive pas à tenir la pression, il succombera fatalement. Mais on a vu des joueurs qui arrivent sur des marchés qui sont parfois très exigeants, que ce soit Philadelphie, Toronto, Montréal par exemple, des gros marchés où le moindre gars qui est drafté au premier tour, on le voit limite comme un dieu. Ça met beaucoup de pression journalistique, médiatique aussi. Et puis parfois on a des clubs qui n'arrivent pas à se mettre en tête qu'il faut laisser du temps aux joueurs pour se développer et qui les balancent dans le grand bain alors que les gars ne sont pas encore prêts. Des noms qui me viennent en tête comme ça, on pensait un petit peu en off tout à l'heure à Luke Schenn par exemple, qui a été drafté très tôt à Toronto, qui a commencé à 18 ans dans la NHL et qui au moment où il est arrivé à Philadelphie, il avait quasiment déjà plus de 5 saisons pleine en NHL et il n'avait pas vraiment atteint son potentiel alors qu'on voyait en lui quasiment le nouveau Adam Foote par exemple. On peut penser aussi, Julien est bien placé pour le savoir, à Zdeno Chara qui avait été drafté par les Islanders dans le passé, qui avait du mal à trouver un petit peu ses premières marques et puis au final les dirigeants ont perdu patience et l'ont dealé. Il a fini par arriver à Boston et on sait ce qui est arrivé ensuite à Boston. Il a éclos, il a un changement de décor, de scénario, l'a fait changer complètement de physionomie. Et pour d'autres, c'est l'inverse, où au contraire, ils n'arrivent pas à s'émanciper dans ces marchés-là, dans ces milieux-là, et au final, soit ils végètent et deviennent des joueurs marginaux, soit complètement, ils ne percent même pas du tout. Donc c'est assez dommage. Donc je pense que c'est vraiment une question qui se situe plus au niveau des clubs qu'au niveau des jeunes, et que c'est une espèce de toujours le fait de succomber un peu à la pression de devoir lancer des jeunes trop tôt dans la ligue, à les brûler, et c'est vraiment dommage. On avait cette discussion-là il y a pas longtemps concernant Philadelphie, puisque on en a cramé quelques-uns aussi chez nous à Philly, mais le GM actuel, Ron Hextall, a la philosophie totalement inverse, de au contraire donner le plus de temps possible aux jeunes prospects pour qu'ils se développent à leur rythme, spécialement pour les défenseurs en l'occurrence, puisqu'on a une bonne bordée dans les tuyaux. Mais c'est vrai pour d'autres franchises également, et les franchises qui sont vraiment maintenant au pouvoir, etc., ce sont celles qui ont donné du temps à leurs jeunes correctement, avec un bon développement et un bon accompagnement, sans leur mettre une pression monumentale.
Donc voilà, ça dépend. C'est pour répondre à la question de Brice, effectivement, pourquoi encore une telle incompétence dans la NHL dans ce domaine. Tout dépend effectivement aux personnes à qui on a affaire, qui est le GM en place, si on a un Ron Hextall ou si on a un Tom Rowe à Florida, puisqu'on évoquait tout à l'heure. Comment ils vont gérer? Est-ce qu'ils vont succomber à cette vision rapide des choses, de vouloir à tout prix du résultat tout de suite? Toronto a expérimenté ça longtemps aussi avec Kadri, avec d'autres, par exemple. C'est malheureusement une réalité. La pression médiatique, la pression sportive, la demande de résultats fait que parfois, on succombe un petit peu à tout ça et on va lancer les jeunes un peu trop tôt. C'est dommage, mais ça arrive. Il y en a de moins en moins, mais ça arrive toujours. Ouais, comme tu dis, c'est clairement ça dépend de la situation de chaque équipe. Aux joueurs draftés, tu as bien entendu parler du marché, de la situation économique qui est très importante, mais tu as aussi d'autres impacts qui peuvent être un peu plus sournois. Par exemple, je pense notamment au cap salarial, certains joueurs qui vont être des joueurs, j'ai envie de dire, talentueux, qui auront besoin d'un peu plus de temps, notamment en Ligue junior ou alors en Ligue mineure comme la HL, qui est une sacrée pépinière à jeunes joueurs, qui peut leur permettre en fait de passer à un certain niveau avant de rentrer définitivement dans la NHL. Le cap salarial peut aussi avoir des effets sournois dans le cadre où une équipe est clairement collée au cap salarial. Elle va plus avoir tendance à se tourner vers un jeune joueur pour au moins avoir son effectif complet. Quand même il réussit, tant mieux pour elle, et rester dans les clous. Et au final, le jeune joueur ne va peut-être pas avoir le temps de se développer, sera peut-être un peu trop rushé en NHL, et ceci pourra impacter son développement et au final peut-être en faire un joueur coup-ci coup-ça et qui n'a pas été haut jusqu'à son plein potentiel. Il y a ça qui est en compte, et après tu as bien expliqué aussi, et je suis totalement d'accord avec toi, les personnes qui sont en place. Quand tu vois une philosophie par exemple qui a été développée du côté de Détroit, de laisser le temps au temps à certains jeunes joueurs, on a vu que pendant X années ils ont réussi à sortir des jeunes joueurs relativement très bons, et tout ceci parce qu'ils se donnaient du temps réellement pour les développer, que ce soit en ligue junior du côté du Canada ou en ligue européenne et même en HL. Enfin, voilà, il y avait une certaine philosophie qui était inculquée. D'autres équipes n'ont malheureusement pas cette philosophie. Il y a une pression économique, il y a une pression du résultat, ça on en est tout à fait conscient. Et je pense que le problème est surtout là, et certains joueurs qui au final méritent un peu plus de temps tombent, je pense, au mauvais endroit, au mauvais moment par moment, et c'est peut-être pour ça qu'il peut y avoir par moment certaines promesses qui peuvent s'évanouir rapidement. Il y Julien, a ça aussi, et ouais. j'oubliais juste une dernière petite chose qui me vient en tête, effectivement, mais on n'a pas précisé, mais il y a le rôle du coach aussi. Et effectivement, on a parfois des jeunes joueurs qui débarquent dans la NHL, et tout dépend du coach à qui ils doivent dealer, mais si le courant ne passe pas, ça peut aussi poser les bases d'un problème pendant longtemps. On imagine un jeune, alors on a le contre-exemple, j'allais dire, avec Werenski à Columbus, qui est sous les ordres de Tortorella, mais j'imagine que quand on est un jeune gamin qui débarque dans la ligue à 18 ans et qu'on se tape Tortorella comme coach, ça doit pas être marrant tous les 4 matins. Donc ça aussi, le rôle du coach, le feeling, la relation qu'on a avec le coach quand on est tout nouveau dans la ligue et qu'on apprend et qu'on fait des erreurs, etc. Ça influe aussi énormément. Et puis la personnalité aussi du joueur, là en l'occurrence, peut-être que voilà, dans le cas de Werenski, la personnalité, enfin le type de coaching de Tortorella est peut-être un type de coaching qui lui convient à lui, et c'est pour ça aussi qu'il arrive à réussir. Enfin, il y a tous ces éléments qui se confrontent et qui font qu'un jeune joueur peut d'emblée réussir en NHL, ou alors va demander un peu plus de temps. Julien, toi tu voulais peut-être réagir, j'imagine, sur ce questionnement. Ouais, comme le disait Erwan, ça dépend beaucoup Alors j'ai envie de dire que ça dépend aussi du joueur, mais ça dépend aussi beaucoup du club. Si, comme il disait, tu tombes sur un gros marché comme Montréal ou par exemple Détroit, t'arrives à Montréal, le jeune il est first pick, c'est limite si on va pas que faire une manchette sur RDS pour t'expliquer à quelle heure il a été pissé le matin, quoi. C'est un peu ça, quoi, là-bas. Donc ça dépend dans quel club il est, le contexte, si ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu un joueur de sa trempe entre guillemets qui arrive. Donc oui, c'est un facteur important. Maintenant, les meilleurs joueurs, ceux qu'on attendait, s'ils sont arrivés à la hauteur des espérances qu'on misait sur eux, c'est que le gars derrière, il est solide dans sa tête, il est solide mentalement.
Et on avait peut-être fait, les scouts avaient peut-être justement fait une bonne chose en misant sur lui, en disant voilà, le mec c'est un first pick, il est dans les 10 premiers choix. Par contre, si à l'inverse le joueur, on lui dit c'est un top 10, et que derrière dans sa tête, c'est un mec qui est pas fort mentalement, là ce sera peut-être plus tôt du côté des scouts qu'il faudra se retourner. Le joueur entre guillemets, il y peut rien. S'il n'y arrive pas, c'est que derrière on s'est trompé sur lui au moment de son évaluation. Donc il y a ça aussi qu'on peut mettre sur la table. Après, j'ai envie de dire que faut aussi laisser le temps au temps. Il y a des joueurs qui auront besoin de plus de temps pour se développer. On en parlait avec Erwan également off. Tu vas pas mettre un gardien de 18 ans tout de suite dans les cages. On sait très bien que le poste de gardien, c'est hyper compliqué de performer tout de suite. Les plus grands n'ont d'ailleurs jamais été aussi rapidement dans les cages de NHL. Un défenseur, c'est pareil, on va lui demander d'aller faire ses gammes en Ligue Junior, faire ses gammes en HL avant de commencer à venir tâter le glaçon en NHL. Un attaquant, c'est pas pareil. On va plus rapidement le mettre sur le devant. On va le mettre sur un troisième trio, un deuxième trio à la limite. Il va apprendre auprès des vieux briscards et puis petit à petit, il va commencer à pointer. On va le foutre sur un premier trio. Mais il faut aussi penser à ça. Maintenant, comme on disait, il y a la pression médiatique, il y a la pression du résultat, il y a la pression économique. C'est tout un tas de facteurs qu'il faut prendre en compte. Et quand tu compares à d'autres, je reviens souvent, je fais beaucoup de comparaisons avec les autres sports américains, mais tu compares avec la NBA, tu compares avec la NFL, c'est très rare que des joueurs qu'on va chercher dans les 10 premières places sur la première ronde fassent des flops. Il n'y a que en NHL qu'on voit ça. Alors, est-ce que c'est de la faute du joueur ou est-ce que c'est de la faute du club et des scouts qui ont mal fait leur boulot? Je pense ils ont le côté club a sa part de responsabilité principalement là-dedans. Oui, principalement. Ouais. Il y a un peu de tout. Je suis d'accord avec toi, mais principalement c'est en effet la gestion qui est faite en club par rapport à ces jeunes joueurs et ce qui se présente au moment même, et voilà, quel est le degré de l'attitude qu'on leur laisse. Tu as parlé des attaquants et tu as totalement raison. Un attaquant, du moment qu'il produit, j'ai envie de dire, on lui laisse beaucoup plus de latitude. Un défenseur, bien entendu, il ne faudra pas qu'il fasse d'erreurs et qu'il soit assez propre dans sa relance. C'est quand même un art qui est assez compliqué. On l'avait expliqué aussi auparavant. Un jeune défenseur dans son développement, c'est quelque chose qui est également compliqué et qui généralement demande du temps. C'est pour ça que certains défenseurs ont peut-être été mis au placard un peu trop tôt et se sont révélés sur le tard. Erwan a parlé de Chara, c'est un très bon exemple à ce sujet. Exact, et t'as Lidstrom à Détroit, il n'est pas arrivé, il n'avait pas 18 balais quand il a commencé à faire à sa première saison, il avait 22 ou 23 ans je crois. C'est vrai. Déjà, il y a 5 ou 6 ans qui se sont passés entre le moment de sa draft et le moment où il va commencer à venir jouer en NHL, quoi. Donc il y a beaucoup de temps où le processus de développement se met en marche, quoi. Et puis il y a certaines ambiances aussi. Côté gardien, ouais. Vas-y, Erwan. Je disais que côté gardien, on peut citer Eric Di Pietro par exemple, premier choix de la draft 2000, qui était, on va pas dire un bust complet, mais qui a jamais atteint le potentiel qu'on lui prêtait. Là encore, les Eyes ont carrément gâché un pic, alors que derrière il y avait des mecs comme Hickley, comme Gaborik, enfin il y avait du monde aussi sur la draft 2000. Donc là après, aussi, il y a un problème de mauvais assessment du club, au niveau du département des scouts, pour le coup, sur le fait une overhype, comme on dirait, sur un joueur, et de le mettre automatiquement sur un piédestal et le mettre déjà en position vulnérable, position de faiblesse, de par les attentes créées qui sont pas légitimes. Il y a ça aussi. Maintenant, on peut se poser aussi une autre question. C'est alors, elle est certes bancable par rapport aux autres joueurs qui justement eux vont réussir, mais est-ce qu'il n'y a pas à un moment donné un écart trop important entre le moment où on va scouter le joueur qui joue dans sa ligue junior, mineur, de ce que tu veux, par rapport au niveau qu'on va lui demander plus tard en NHL? Est-ce que le mec il va avoir suffisamment le potentiel? Parce que le mec qui va te claquer 60 buts
en université, et que derrière, c'est pas certain qu'il arrivera déjà à pouvoir marquer autant de buts en LHJMQ, en WHL, en AHL ou en NHL, quoi. Il y a aussi ce facteur-là qu'il faut prendre en compte. C'est tout le problème de la transition, effectivement, des mineurs Voilà. aux majeurs. On en a vu plein, des mecs comme Alexandre Daigle en 93, qui était estampillé comme la star, the next one, etc., et qui a busté comme pas permis. Je sais pas, il y a des vieux noms comme Pavel Brandl, comme, je sais pas, il y a des gars comme ça qui arrivaient dans la ligue, on se disait, ouais, ils vont tout casser, etc., et puis au final, Patrick Stéphane, par exemple, à l'époque, à Atlanta, ouais. premier choix 99, quand on voit que Daniel et Henrik Sedin qui font 2 et 3 sur la même draft, bon, on se dit que Atlanta a un petit peu loupé le coche, quoi. C'est ça. Puis moi, je voulais aussi revenir Quelque peu. Je voulais revenir aussi sur une certaine pratique. J'ai l'impression aussi qu'ils développent beaucoup en NHL. C'est qu'on n'a pas forcément non plus la patience avec les jeunes joueurs. J'ai l'impression qu'il y a aussi un peu un certain caractère de. On prend un test, et si ça marche pas, au bout de quelques saisons, on jette rapidement. On prend peut-être pas forcément le temps en temps avec certains joueurs qui peuvent s'avérer par la suite être bons. Donc il y a ça aussi qui peut contribuer au bust de certains jeunes ou alors au retard de leur développement. C'est une question légitime, effectivement. Ça rejoint effectivement le marché dans lequel le joueur évolue, ça rejoint les attentes, à quel moment lui se fait drafter par rapport au cycle de performance de l'équipe. Est-ce que l'équipe est dans un cycle de reconstruction? Est-ce qu'elle est dans un cycle d'achèvement et au contraire, une fenêtre sur la coupe? On sait que le temps de jeu est crucial pour un jeune joueur. Si le jeune se fait bencher régulièrement, s'il est dans la galerie de presse un match sur deux, son développement est fatalement empêché et mauvais. Donc le contexte de l'équipe joue aussi énormément, et l'emphase doit être mise au niveau des clubs sur le développement des prospects, le développement des joueurs. Et ça, les équipes s'y mettent beaucoup plus aussi. Et chaque année, chaque été, chaque équipe va faire un camp d'entraînement spécial pour le développement des prospects, pour les mettre dans les meilleures conditions, leur apprendre ce que c'est que la vie d'un pro, comment ils doivent se comporter, comment ils doivent se nourrir, comment ils doivent se gérer les médias, etc., etc., etc. Donc c'est de plus en plus pro, mais ça reste pas une science exacte, et on peut toujours drafter un mec en disant ok, c'est le prochain Crosby, et se planter complètement. Rien n'est impossible là-dedans. C'est pour ça que ça paraît aussi étonnant qu'actuellement on continue à avoir des joueurs qui n'arrivent pas à performer et qui baissent entre guillemets. Tu l'as bien souligné que maintenant la NHL devient de plus en plus pro, on tend vers des analyses. C'est un peu, après j'ai envie de dire, tout le monde entrepreneurial qui est comme ça. On tend beaucoup plus sur des analyses sur les personnes, sur le groupe, savoir comment tout le monde se comporte. On va vraiment au fond des choses, et quand même, comme tu dis, c'est pas forcément une science exacte, et on en arrive quand même à pas forcément anticiper certaines situations et à se retrouver toujours avec, là j'en reviens au cadre sportif, avec des personnages, des jeunes joueurs qui par moments vont arriver à pas performer. On a encore un petit peu de temps, les gars. On a une autre question de l'ami Brice. Il a été assez prolifique sur ce terrain-là dernièrement. Il nous a laissé une autre question concernant les gardiens. Je vous livre sa question. Est-ce que les GF doivent continuer à s'acharner à signer des gardiens à long terme pour d'importantes sommes d'argent? Alors dans le passé, on avait des gardiens qui chaque année faisaient le boulot. Par exemple, c'est l'exemple que nous cite Brice. Patrick Roy, Dominique Hasek, Ed Belfour, Curtis Joseph, Martin Brodeur, Roberto Luongo, et on en passe. Mais aujourd'hui, ce type de gardien est devenu rare. Les derniers vestiges, j'ai envie de dire, c'est plutôt Lundqvist ou Carey Price. Des gars comme Rinné ou Rask, tout en étant bons, sont un peu redescendus sur terre ces dernières années. Ils ont connu en gros des années bien, des années un peu moins bien. Donc le poste de gardien semble être le plus imprévisible depuis quelques années, avec des fluctuations énormes, d'énormes saisons, suivant d'un retour sur terre ou inversement. Brice prend notamment en exemple Semyon Varlamov du côté de Colorado, Cam Ward du côté de Carolina, Ryan Miller qui souffle un peu le chaud et le froid maintenant qu'il est du côté de Vancouver, ou alors Jimmy Howard. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, du développement des gardiens dernièrement? C'est vrai qu'on ne tend pas à avoir des gardiens qui sont réguliers sur la longueur. D'un autre côté, quand tu as un gardien qui
qui a les épaules pour être un starter. Parce que là, je suis en train de voir la question de Brice où il dit est-ce que c'est pertinent pour un GM de signer un gardien derrière 6 ou 7 millions d'euros sur plusieurs années à l'heure actuelle dans la NHL. Quand tu as un gardien comme ça, qui te fait une saison solide, ou deux, voire trois, et puis tu te rends compte que y a peut-être quelque chose à faire avec lui, oui, pour te sécuriser, parce que tu vis à l'instant présent, tu vis aussi un petit peu pour le futur, mais tu vis surtout dans le présent, tu te dis ce mec-là, il peut peut-être me porter quelque chose dans les 2-3 années à venir. Bam, tu vas lui donner un beau contrat, tu vas lui donner les millions qui vont avec. D'un côté, tu te sens un peu plus sécurisé au niveau de ton effectif avec ce genre de contrat sur un gardien. Après, oui, c'est plus difficile peut-être dans la NHL de nos jours d'arriver à avoir un gardien qui performe beaucoup plus et qui arrive à tenir la dragée haute sur le long terme et sur les saisons au fil des saisons. Comme il dit, l'exemple de Lundqvist et Price est rare, parce qu'on l'a vu, pour parler entre guillemets de mon cas avec Boston. Là, Rask cette année refait une saison digne de sa saison de Vézina il y a 2 ans, mais l'année dernière, il était passé à travers. Alors, on peut bien sûr donner comme excuse une défense Casper, mais c'est vrai que oui, les gardiens sont moins dominants année après année. Il y a des trous. Cette année, on le remarque aussi avec Mason du côté de Philly, où l'année dernière, voire même il y a 2 ans, où c'était un gardien qui arrivait à voler des matchs, qui même sans avoir une défense en face de lui, béton, comme on peut l'imaginer, arriver à gagner des matchs sans ça. Là, on se rend compte que cette année, c'est plus difficile. Alors, est-ce que c'est justement un problème à l'heure actuelle? C'est peut-être un problème mental également. Est-ce qu'on ne va pas non plus donner justement trop de matchs à ces gardiens qui s'essoufflent au fil de la saison? Il y a peut-être ça aussi. Est-ce que derrière le second couteau fera assez le job? Les coachs ont un petit peu peur de justement donner trop de départs au deuxième gardien pour éviter de perdre trop de matchs et vont se faire essouffler le gardien. C'est des questions à se poser et qui peuvent être légitimes et qui peuvent être vraies dans certains cas. Alors, ce qui est surtout très intéressant dans le questionnement de Brice et qui illustre complètement son interrogation sur les gardiens, c'est surtout qu'on sort d'une saison et notamment d'une finale de Stanley Cup où au final on a eu 2 gardiens sortis de nulle part, Matt Murray et Martin Jones, qui étaient clairement des novices à ce niveau-là, et ça amène encore plus de l'eau à ce moulin, comme quoi donner de l'argent sur le long terme à un gardien n'est peut-être pas la chose qui actuellement peut payer. Alors après, il peut y avoir bien entendu certains éléments qui peuvent plaider en la faveur de tels contrats, notamment de la stabilité au niveau de poste de gardien. Je ne vois pas une équipe qui pourrait gagner en changeant de gardien tous les 1 à 2 ans, quoique j'ai envie de dire maintenant, puisque qui aurait parié il y a même pas 1 an que c'était même pas 1 an, oui, que c'était Matt Murray qui allait donner la Cup à Pittsburgh. Voilà, j'ai l'impression que, en ce qui concerne les gardiens, alors après les raisons peuvent être diverses, on a exposé certaines, Julien, et je pense que tu as totalement raison, mais voilà, on a vraiment l'impression que la position de gardien actuellement est réellement yo-yo, et donner des contrats à long terme, c'est peut-être quelque chose qui peut être assez dommageable pour les équipes, et notamment les équipes qui veulent aller loin. Je te rejoins, mais si tu te mets dans la peau du GM justement, ton gardien il sort de 2 saisons entre guillemets de folie, tu te dis on va lui filer ses 6 millions sur 5 ans, 5 ou 6 ans, il veut ça, ok, tu veux ça, écoute voilà, tu m'emmerderas plus pendant 5 ans ou 6 ans, t'as ton pognon qui va. Derrière, il te fait des saisons de merde, et tu te dis ah ouais mais si j'avais su, ouais mais si tu files pas le pognon qu'il veut à l'instant T, derrière, tu te retrouves le bec dans l'eau parce que t'as pas voulu lui donner le pognon, il va finir par se barrer en tant qu'agent libre dans une autre franchise. Et toi, derrière, t'auras qui? T'auras plus que ton backup ou un jeune prospect que tu penses qui, dans 2-3 ans, fera l'affaire. Donc, quand t'es au moment, entre guillemets, un moment crucial où tu peux pas faire autrement, si le mec, il te dit, je veux ça, je veux ça ou je me casse,
tu te retrouves dans la situation où tu signes en bas de la feuille et tu dis vas-y, prends ton pognon, prends tes années, et puis on va rester comme ça. Donc ça dépend à quel moment de quelle période de ta franchise tu te situes, quoi. C'est compliqué ça, c'est par sûr. rapport à ça. Ça, c'est sûr. Il faut trouver un juste milieu par rapport à l'état de la franchise au moment où on veut signer le joueur. Ça, c'est sûr. Mais après, comme je dis, pour moi, 5-6 ans, ça me choque pas spécialement. Ça reste une durée, on va dire, moyenne à moyenne longue qui permet quand même à un GM de voir clair sur le prochain cycle. Moi, c'est plus les contrats sur les 7-8 ans, les longs contrats avec beaucoup d'argent qui me dérangent plus. Un très bon gardien qu'on signe à 6 ans, ça me choque pas, honnêtement. C'est vraiment les gros contrats pourris qui sont vraiment à très long terme, les 8 ans, 7 millions, on investit quand même beaucoup, beaucoup d'argent. Et on sait combien le poste de gardien évolue en 7 ans. Est-ce qu'on est certain qu'on aura encore le même mec 7 ans plus tard avec le même taux de performance, à moins de s'appeler Longvist ou Price, effectivement, il y a bien malin qui pourrait prédire ça. Mais ouais, sur les contrats moyens, je te rejoins là-dessus. Sur 5-6 ans, ça me choque pas. Au-delà, oui, beaucoup plus. Je trouve ça très risqué. Mais pareil pour un joueur. Je suis assez, à moins de vouloir signer un McDavid ou à 21 ans, où oui, lui, on sait qu'on peut y aller à 8 ans et plein pot sans problème. Mais s'il est déjà rendu à la trentaine passée, là, on peut se poser la question. Parfait les gars, on a traité donc les deux questions de notre ami Brice dès ce soir. Alors je vous cache pas, il y en aura une autre, mais bon, on n'a pas forcément le temps de la traiter. Donc c'est pour ça qu'on n'en traite que deux ce soir. Donc on aura le plaisir de retrouver certaines questions assez pertinentes d'ici la prochaine émission. Voilà, ce numéro 5, tout ça à sa fin, je vais y arriver. Ça a été comme d'habitude un plaisir de le présenter avec mes deux compères et bien entendu partager notre passion pour la NHL, et j'espère que le format vous plaît toujours. Surtout n'hésitez pas à nous faire des retours concernant les dernières émissions du podcast. Bien entendu vous pouvez nous retrouver sur SoundCloud. Alors sur SoundCloud vous ne trouvez que les derniers numéros étant donné qu'on est assez limité en niveau temps, donc c'est pour ça que vous n'avez pas réellement toute la bibliothèque. Si vous voulez écouter tout ce qui s'est passé concernant le podcast depuis le début, donc depuis l'épisode numéro 1 concernant la Coupe du Monde jusqu'à maintenant, je vous invite à aller sur la page YouTube du podcast. Donc il y a une chaîne sur YouTube. Vous pouvez bien entendu nous retrouver aussi sous la mention Zone NHL sur Twitter et également sur Facebook. Bref, on est un peu partout. On a été très heureux de vous présenter ce numéro 5 du podcast. Les gars, toujours un plaisir. À tous, je vous souhaite bien entendu une bonne soirée et je vous dis à très bientôt, au camp on ne sait pas malheureusement, pour l'épisode numéro 6 du podcast. Salut à tous. Salut à tous, merci. Salut à tous, très bonne soirée, à bientôt. Last game in the playoffs too. Oh, take me where the hockey players face off down the rink and the Stanley Cup is all